Ben Lala. Salut tout le monde, bienvenue à ce 3e épisode de la saison 5 de Ben Lala. Ben Lala. Et encore cette semaine, j'ai un invité pour vous, mes amis. Ben Lala. Ben Lala. Alors, le sujet du podcast, je dirais le thème que je lui ai donné s'appelle le monarchico-politique. Oui, le monarchico-politique, un mot inventé qui vous présente deux thèmes, c'est-à-dire la monarchie, étant donné que cette semaine, la reine Élisabeth II est décédée malheureusement. Toutes nos sympathies à la monarchie. Et bien sûr, on est en campagne électorale. Et campagne électorale dit élection le 3 octobre prochain. Qui d'autre que France Devin qui pourrait venir nous en parler de venir nous en parler aussi d'une façon que seulement pas mal elle est capable de le faire parce que elle est habituée justement d'intervenir dans les médias d'une part et d'autre part, c'est une prof hyper intéressante. Moi, quand je discute avec elle, j'ai tout le temps du fun. Pas juste parce qu'on parle de politique, mais parce que c'est quelqu'un qui est très intéressante. Alors, voici ce que je vous propose avec ma collègue France Devin. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, comme vous avez sûrement remarqué actuellement, on est en période électorale. En plus, on a eu la mauvaise nouvelle du décès de la reine. Bizarrement, en concours de circonstances, j'avais déjà une entrevue de cédulé avec France Devin, qui est ma collègue au cégep de Chicoutimi. Alors, France, bonjour. Bonjour, Benoît. Merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. D'ailleurs, si vous entendez des bruits ambiants actuellement, France et moi, on est installés dans le B2000 qu'on appelle. Donc, c'est la nouvelle bibliothèque. En fait, c'est comme un nouveau centre social. C'est un peu ce qu'on se disait avant d'enregistrer. Fait que là, si vous entendez des gens parler, ben c'est un peu... on s'est dit, on va sortir des bureaux, puis on va aller voir... les gens vont peut-être écouter qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. Bref. C'est exactement ça. Donc, France. Oui. J'aimerais ça que tu m'expliques quelque chose parce que c'est quand même souvent confus lorsqu'on parle de monarchie. Donc là, on apprend qu'on va avoir un nouveau roi à la place d'une reine. Mais là, pas qu'on va avoir. Nous avons un nouveau roi depuis hier. Donc, fais-nous le ménage là-dedans. Explique-nous, là. Monsieur, madame, tout le monde, souvent, c'est confus. Des fois, on n'a pas tous les cours qu'il faut pour être capable de bien comprendre ça. Moi, cet après-midi, mon objectif, d'entrée de jeu, avant de parler d'élection politique, je veux comprendre c'est quoi la monarchie au Canada. Bien, la monarchie au Canada, on parle de 1867 avec la Constitution, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, qui est la Constitution mère, si on veut. Je ne remonterai pas plus loin là, dans les cours d'histoire. Et à l'intérieur de la Constitution, c'est marqué justement que le pouvoir exécutif, qu'aujourd'hui, nous, on parle du gouvernement, mais officiellement dans la Constitution, le pouvoir exécutif, c'est la reine. Donc, parce que, veut pas, dans notre histoire, on dépend de la reine. Donc, la reine Élisabeth II, qui est décédée hier, était notre reine aussi. Donc, quand elle vient ici, elle est la reine du Canada. C'est la raison pour laquelle on a, entre autres, son visage sur nos billets de 20 $. Donc, la reine, quand on regarde les trois types de pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, la reine, elle occupe le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif, on parle du Parlement à Ottawa, donc avec la Chambre des communes et le Sénat. Avec les conventions, on a placé à la place de la reine, si on veut, le premier ministre et les ministres, donc le Conseil des ministres. Mais quand on regarde vraiment là, les postes, le chef de l'État au Canada, c'était la reine ou son représentant, le gouverneur général. Ici, c'est la gouverneure générale, Mme Marie Simon. Mais parlons-en de la gouverneure générale rapidement, parce que souvent on entend c'est un rôle honorifique. Hein, ça n'a pas nécessairement. En fait, on entend que ça n'a pas de pouvoir vraiment. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, c'est pas vrai, parce que tous nos projets de loi qu'on adopte au Canada doivent être entérinés par le gouverneur général. Donc, oui, ils passent par tout le processus législatif, c'est-à-dire les lectures à la Chambre des communes. Ils doivent passer par le Sénat aussi, les lectures au Sénat. Ensuite, une fois que tout a été entériné, tant et aussi longtemps que la gouverneure générale ne signe pas le projet de loi, il n'est pas valide au Canada. C'est là notre côté monarchique
vraiment. Donc, c'est son rôle. Le reste, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est un rôle beaucoup plus protocolaire parce que c'est les différents autres rôles, ça va être joué davantage par le premier ministre et le Conseil des ministres. Est-ce que c'est possible que, par exemple, le nouveau roi dise justement au gouverneur général, écoute, tel projet de loi, ça passe pas, on le signe pas. Ça pourrait-tu arriver dans les faits? Dans les faits, ça serait très difficile parce que, tu sais, oui, il y a ce pouvoir-là, sauf que c'est une personne qui est nommée. Et là, ça pourrait tout rentrer la polémique de vouloir peut-être abolir la monarchie si la monarchie décide de s'immiscer dans les affaires de l'État, qui est l'État canadien, là. OK. Ben, écoute, merci. Merci pour ce beau... bref. Ben, c'est un beau résumé, c'est une belle mise en place parce que, tu sais, monarchie, tout ça, on entend parler ici et là des fois. Puis si tu n'as pas fait de cours un peu poussé là-dedans ou que tu t'es pas attardé sur le sujet. Mais là, écoute, c'est sûr qu'on a rayé un sujet. Parlons maintenant de la politique. Je me fais souvent dire par mes étudiants, parce que j'ai un intérêt politique, puis là, le monde, tu sais, dans mes cours, je me garde un éthique de ne pas parler de mes opinions politiques. Donc, je ne fais pas d'éditorial là-dessus. Par contre, je parle de l'acte démocratique, par exemple, d'aller voter, de l'importance de s'interroger. Cette semaine, j'ai eu une discussion vraiment intéressante avec un groupe d'étudiants qui me disait « Mais monsieur, on aimerait ça en parler. On aimerait ça savoir qu'est-ce que les partis proposent. C'est quoi Québec solidaire? C'est quoi le Parti québécois, le Parti conservateur, la CAQ, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'ils proposent? Puis là, je leur ai dit, écoutez, informez-vous, faites vos recherches, le fameux terme, faites vos recherches, mais les programmes électoraux sont déjà tous disponibles sur les plateformes, sur les sites web, ainsi de suite. Donc, il faut prendre le temps de s'y intéresser. Donc, toi, France, là, si mettons, je suis un étudiant puis je décide, par exemple, de m'intéresser à la politique, je devrais commencer par quoi pour ne pas me teinter nécessairement d'un parti ou de l'autre pour être capable de me forger une opinion? Je ferais quoi, moi? Bien, avant d'être capable de te forger une opinion, il faut, être capable de comprendre comment tout ça fonctionne. Tu sais, tout à l'heure, là, d'entrée de jeu, je vous ai parlé des 3 types de pouvoirs. Pouvoir législatif, exécutif, pouvoir judiciaire. Juste le fait de comprendre ça, ce fonctionnement-là, qui est quand même, puis là, on va revenir ici au Québec parce qu'on parle d'élections provinciales. Donc, quand on parle de pouvoir législatif, on parle vraiment de l'Assemblée nationale. Quand on parle du pouvoir exécutif, on parle du Conseil des ministres et du premier ministre, donc ce que nous, on appelle régulièrement le gouvernement. Et le pouvoir judiciaire, bien, si on va avec la plus haute instance ici au Québec, on parle de la Cour d'appel du Québec. Donc, une fois qu'on a compris ces 3-là, c'est de regarder les rôles de chacun. Donc, nos partis politiques, normalement, on les retrouve, nous, au niveau de l'Assemblée nationale. C'est là que les partis politiques sont représentés et c'est là que, normalement, les partis politiques, la façon que nous, on fonctionne, c'est le député qui a le plus de votes qui va l'emporter. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Ça, on pourra peut-être en discuter à un autre moment donné sur le mode de scrutin par rapport justement à la façon d'élire nos représentants. Mais il faut penser que les partis politiques, normalement, sont là avec les différentes idéologies et valeurs qui sont véhiculées à travers le Québec. Et c'est ça qu'il faut regarder. La première des choses, il faut regarder c'est quoi mes valeurs à moi. C'est quoi mes objectifs à moi? Donc, il faut se poser des questions nous autres mêmes. Oui. Avant même de commencer à s'intéresser, c'est qu'est-ce que je prône? Est-ce que je prône, par exemple, je ne sais pas, l'environnement, la famille, bref. C'est ça. Il faut regarder ses propres valeurs. Et après ça, bien là, on n'a pas le choix, là. Il faut s'informer. C'est-à-dire, il faut aller voir, Québec solidaire, qu'est-ce qu'il propose? Le Parti vert, qu'est-ce qu'il propose? La CAQ, la Coalition Avenir Québec, qu'est-ce qu'elle propose? Le Parti libéral, le Parti québécois. Puis là, regardez, moi, mes valeurs, c'est ça. Ah, OK, ça, je serais d'accord avec qu'est-ce qu'ils veulent faire au niveau de l'environnement. Ah, ça, je suis moins d'accord. Ah, je suis d'accord avec ce que la CAQ veut faire au niveau économique. Puis, après ça, bien, c'est comme ça que tu réussis à te forger un idéal, si on veut, politique, et qu'on réussit après ça à être capable de dialoguer avec des gens et d'être capable de défendre certaines opinions et de défendre certaines valeurs qu'on trouve qu'on ne devrait pas laisser passer. Là. L'utilisation de la boussole électorale, je pense que c'est Radio-Canada qui met ça disponible, ils font ça depuis plusieurs élections. Tu pratiques ça pour être capable de savoir un peu de quelle couleur on se trouve? C'est
oui, c'est pratique. Normalement, je la fais faire à mes étudiants, mais cette année, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme une bémol. Juste à cause de la tournure ou les questions qui ont été choisies. OK. Je trouve que certaines questions qui ont été choisies au niveau de la boussole électorale ne reflètent pas nécessairement la réalité de ce que moi j'ai entendu sur le terrain. Peut-être que c'est moi qui est dans le champ, mais de ce que j'ai entendu, la manière qu'il avait soit posé les questions ou qu'il avait ignoré de poser des questions par rapport à ça, je trouve que ça crée déjà comme un biais vers qu'est-ce qu'on veut que les gens pensent. Donc, le point de départ, c'est nos opinions. Oui. On peut utiliser des outils comme ça, peut-être pour s'enligner sur, pour commencer peut-être le tri, mais gardons quand même un esprit critique face à ça. Je pense que c'est important. Maintenant, si je suis étudiant et que là, je décide de voter aux prochaines élections, parce que, on sait, le vote des jeunes est moins populaire. Si je suis un étudiant de 18, 19, 20 ans, je fais quoi pour aller voter? C'est quoi l'importance de cette action-là? Bien, l'importance de ça fait partie des obligations d'un citoyen. Moi, ce que je trouve qui est triste ici au Québec, c'est que les jeunes, puis c'est principalement les jeunes de sciences humaines qui ont des cours de sciences politiques. Sinon, tous les jeunes qui ne sont pas en sciences humaines n'ont pas de base. Puis au primaire puis au secondaire, on n'en parle pas de c'est quoi être un citoyen, c'est quoi un citoyen responsable, c'est quoi les devoirs d'un citoyen, c'est quoi les obligations d'un citoyen. Et une des obligations, c'est justement d'aller voter. On associe beaucoup le droit de vote à la démocratie. Sauf que, oui, le droit de vote, c'est une façon de dire qu'on est une démocratie, mais je me plais à dire aussi qu'en Corée du Nord, ils votent également. Puis on est loin de la démocratie. Donc, pour se qualifier de démocratie, il faut qu'on aille plus loin que ça. Le fait d'aller voter ou de ne pas aller voter, il faudrait même ici au Québec, comme dans certains pays, que le fait de ne pas aller voter soit aussi comptabilisé parce que ça montre un mal-être, ça montre que peut-être que l'information qui circule n'est pas claire, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'informations, que les gens sont pas n'ont pas suffisamment d'informations pour être capables de prendre des décisions éclairées, d'être capable de se faire une tête, d'être capable d'être critique aussi avec ce qu'ils entendent puis ce que les différents candidats vont présenter. Mais est-ce que, parce que tu sais, là, on est dans le blitz des campagnes, de la campagne électorale, à chaque jour, souvent, chacun des partis font des promesses. Ils disent, moi, je vais me commettre sur telle chose. Tu sais, vous voyez, là, 117 millions annoncés pour la zone portuaire. Pour le port à la baie. Portuaire à la baie. Donc là, chaque parti, et là, on dirait qu'il y en a trop. Puis là, on se pose la question, qu'est-ce qui tient la route? Qu'est-ce qui ne tient pas la route? Donc, est-ce qu'il y a trop d'informations ou trop de promesses qui sont faites en campagne électorale? C'est ça le problème. C'est que là, présentement, on a un avantage, c'est que maintenant, on sait à peu près quand est-ce va avoir lieu les élections. On sait que c'est pas figé dans le béton, là. Un premier ministre... la période qui va arriver... Normalement, on sait qu'à tous les 4 ans, aux alentours de telle période, parce qu'on l'a vécu l'an passé avec Justin Trudeau qui a déclenché des élections avant terme. Bon, donc, la période électorale, le problème, c'est que ça. C'est que 6 mois avant les élections, avant la date fatidique, on dirait que là, tout ce qui s'est fait 3 ans avant, on dirait que là, ça tombe. Puis là, les cadeaux, puis là, les promesses, puis etc. Et les gens sont pas dupes, là. Les gens s'en rendent compte, là. J'avais regardé, là, parce qu'il y en a qui l'avaient répertorié, là, le gouvernement sortant, M. François Legault, lors de la dernière élection en 2018, avait fait plus ou moins, là, à peu près 265 promesses électorales. Sur ces à peu près 265-là, puis battez-moi pas là, pour le chiffre, il n'est peut-être pas exact, mais il en a tenu à peu près 50 %. Donc, il n'y a rien qui oblige les gouvernements à tenir des promesses électorales. Et c'est ça le problème. Mais
Si tu me permets un petit commentaire, il y a quand même eu 2 ans de pandémie à gérer. Oui, non. Non, ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais, C'est que, mais c'est vrai que, au nombre de propositions, de promesses qui sont faites, des fois, ça devient... Je pourrais faire exactement juste... je suis d'accord avec le 2 ans, avec Justin Trudeau, avec les promesses qu'il a faites. Avant qu'on fasse la pandémie, il avait fait beaucoup de promesses. Oui. Sur la carte de crédit en plus, mais là, je veux pas... C'est ça. On ne se lancera pas là-dessus. Je veux pas teinter mon discours, mais non, mais je comprends. Quand on promet des choses sur la carte de crédit continuellement, à un moment donné, il faut que tu la payes. Oui, bien, c'est ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup, beaucoup de promesses, puis les gens viennent à se dire non, ça ne marchera pas. Puis le problème, c'est que si nos députés, nos futurs députés. On va y aller plus parce que là, présentement, c'est nos représentants. Parce qu'il faut remettre les choses en perspective. C'est nous qui détenons le pouvoir. On accepte qu'une partie du pouvoir soit remis à des personnes qui vont nous représenter au Parlement puis qui vont décider des choses pour nous-mêmes. Donc, la vraie démocratie, c'est vraiment le peuple. Donc, il faudrait qu'il y ait quelque chose quand les gouvernements ou les candidats, on va y aller comme ça, les candidats promettent des choses, mais il faudrait qu'il y ait un mécanisme qui fait en sorte que, tu as promis quelque chose, tu as des comptes à rendre. Pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est quoi les raisons, etc. Moi, je pense qu'on a tendance, des fois, à infantiliser la population, mais si on leur donne les vraies informations, bien, probablement que les gens sont capables de comprendre. Puis, OK, il n'a pas été capable, un peu comme on se disait, il n'a pas été capable de faire telle promesse. Oui, c'est sûr, on était en pandémie, il y avait telle chose à gérer, il y avait telle affaire à gérer. Mais non, les promesses, ils restent comme aux oubliettes, on oublie ça, et etc. Puis, mais l'imputabilité, c'est sûr que dans les décisions, en fait, dans les promesses qui sont faites, puis que dans ce qui est réalisé ou pas, je pense qu'effectivement, ça devient important. Puis aussi pour, par exemple, les députés qui ne sont pas, en guillemets, au pouvoir, qui sont dans l'opposition, qui font souvent des promesses et que finalement, continuellement, les promesses sont ramenées de campagne à campagne, ça ne se réalise pas. Mais par contre, ça ne veut pas dire, dans ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'un député qui est dans l'opposition ne réalise pas des choses, au contraire, il peut faire avancer des choses. Il y a les mécanismes qui permettent aussi de c'est plus difficile quand tu es dans l'opposition, quand tu es au gouvernement, de faire réaliser des choses. Tout à fait. Non, visiblement, ils ne sont pas tous d'accord, mais ça, c'est pas grave. Mais on ne peut pas juste être du côté du pouvoir non plus. Non. À un moment donné, si on pense que c'est juste le pouvoir qui peut réaliser des choses. Non, c'est pas vrai. Non. Exactement. France, on parlait dans le fond, de l'action démocratique. Oui. Là, dans le fond, je trouve ça super intéressant. Est-ce qu'un jeune qui s'implique, par exemple, dans un parti politique, est-ce que ça, c'est une façon d'exercer dans le fond, d'exercer sa démocratie? Oui, c'est une façon d'exercer sa démocratie. Parce que pour exercer sa démocratie, c'est de pouvoir s'impliquer dans ta communauté. Parce qu'on est des êtres sociaux. Puis on l'a vécu, là, on a été en pandémie, on a été isolés pendant un bout de temps. Puis on s'en rend compte aujourd'hui que les jeunes, surtout les jeunes, parce que moi, un peu comme toi, on côtoie des jeunes, puis on se rend compte qu'ils ont trouvé ça très difficile de ne pas avoir à socialiser, etc. Donc, la démocratie, c'est d'être capable de confronter tes idées. C'est d'être capable, justement, de t'impliquer, de faire valoir tes convictions, de faire valoir tes valeurs et d'être capable d'en discuter de façon avec le respect, d'être capable d'en discuter, d'être capable d'admettre « Ah, bien, l'autre a peut-être raison ». Mais ça, dans ce que tu dis, c'est tellement bon parce que c'est pas dans la culture québécoise d'arriver et de dire « Écoute, je vais challenger ton idée, on va la faire avancer, mais de le faire de la bonne façon. » Des fois, le monde tombe tout de suite aux barricades. On tombe tout le temps... Tu sais, il y a comme une situation de conflit où on dirait qu'on ne veut pas non plus trop déranger. Mais tu sais, si on n'est pas d'accord pour telle raison, disons-le, échangeons. Après ça, on va pouvoir faire avancer la pensée. Mais c'est pour ça que dans ce que tu me dis, je trouve ça le fun. Puis on est un peu dans ce contexte-là au Québec. Là, oui, mais moi, ce que j'aime présenter à mes jeunes, c'est souvent ce qu'on appelle l'exemple suisse. Parce que dans certains cantons, ça existe. Quand, justement, il y a des débats comme on vit aujourd'hui, des débats politiques, bon, bien, mettons le parti, on va y aller avec la Coalition Avenir Québec, fait une rencontre par rapport à un sujet, bien, elle invite quelqu'un d'un autre parti. C'est comme ça qu'il fonctionne en Suisse, pour avoir l'opinion de l'autre côté, pour pouvoir challenger sa gang, qui eux autres, ils sont tous
pour tel projet, mais il invite quelqu'un qui est contre pour voir, bien, OK, OK, il y a tel argument. Pourquoi il y a tel argument? Nous autres, on ne l'avait pas vu, etc. Et c'est ça qui fait avancer la démocratie. Et c'est ça qui fait qu'on est vraiment une société qui a une démocratie comme idéologie. Mais tu vois, là, est-ce que... Question piège. Dans un cas, Je m'en vais. Dans un cas, par exemple, comme un dossier comme GNL Québec, par exemple, il y avait des pour, il y avait des contre. Tu sais, si justement ceux qui étaient promoteurs du projet avaient mis en collaboration peut-être les contre, même s'ils ont fait des séances d'information, ainsi de suite, puis qu'ils ont eu des échanges, qu'ils les ont rencontrés. Oui, mais tu viens de le dire. Ils ont fait des séances d'information, on a eu des mémoires, mais est-ce qu'il y a eu un vrai débat où les gens pouvaient s'exprimer de façon libre, éclairée et avec le respect? Mais c'est une bonne question. Parce que, tu sais, l'espace de débat qu'il y a eu, en fait, c'est un espace pour plaider. C'était le BAP, là, donc le Bureau des audiences publiques. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, vous irez voir dans la saison 3, je pense, j'explique qu'est-ce que c'est dans un des épisodes de notre podcast. Donc, bref, c'est pas une place de débat nécessairement, c'est une place où on prépare par exemple des mémoires, des opinions, ainsi de suite. Puis là, c'est comme un jury qui, dans le fond, qui décide. Donc, qui entendait ce que tu avais à dire. Mais, mais c'est vrai qu'un débat là-dessus, un vrai débat organisé, ça aurait peut-être été opportun, mais qui aurait été porteur de ce débat-là? Parce que dans le fond, le gouvernement est comme partie prenante. Mais ça prend quelqu'un qui reste, ça prend quand même quelqu'un qui reste neutre, qui n'a pas de parti pris, faut pas que ça prend pas quelqu'un qui est teinté, qui va être capable d'animer tout ça. Donc là, ça n'aurait pas pu être la Chambre de commerce. Non. Il y a plusieurs organismes comme ça qui auraient pu être porteurs avec donner une visibilité à ce genre de débat-là. Puis il faut avoir des débatteurs crédibles aussi. Mais je pense, France, si ça reproduit un projet comme ça, on organise ça ensemble. Oui, je pense que oui. On devrait faire ça. Parce que mais c'est là qu'on va confronter nos idées. C'est là qu'on va être capable de faire avancer justement le projet. Tu sais, GNL Québec, oui, tu as les gens qui étaient contre, tu as les gens qui étaient pour, mais peut-être que si on avait eu quelque chose, on aurait peut-être... Je dis pas que je suis pour GNL, je dis pas que je suis contre GNL. Moi, je suis un peu comme toi aussi, j'essaie de rester le plus neutre possible, mais moi, j'aime ça quand les idées avancent, puis quand on est capable de faire avancer quelque chose, puis qu'on travaille pour le bien commun. Oui. Le plus possible. Puis d'ailleurs, tu me fais penser, pendant la saga justement de GNL, notre mouvement étudiant se sont mobilisés, sont allés à l'hôtel de ville. Mais c'est de la participation citoyenne. Exactement. Je n'étais pas nécessairement en accord avec ce qu'ils disaient, mais j'étais fier de nos étudiants qui disaient sont là, sont droits, puis se sont impliqués, puis ils font valoir leurs points. Puis ça, dans le fond, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, justement, il faut juste qu'on s'assure, dans le fond, que la démocratie s'exerce. D'ailleurs, ça m'amène sur un autre thème. Je t'en avais pas parlé, mais je suis sûr que tu as une opinion là-dessus. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, en 2022, les partis et les gens se radicalisent davantage sur l'aspect politique? Tu sais, un peu en lien avec la mouvance trumpiste qui est sortie depuis... le populisme. Le populisme, qu'est-ce que tu veux dire? Le populisme est en croissance. Moi, d'accord. C'est le mouvement présentement qu'on parle beaucoup là, quand on parle du trumpisme, quand on parle de la montée, entre autres, d'Éric Duhem. C'est des gens qui vont se servir comment je pourrais dire, pour être politiquement correct. On est juste dans un podcast. On ne sait pas ce que ça se ramasse. C'est ça. Non, c'est juste parce que avec ce qu'on a vécu avec les dernières, peut-être les 10, 15 ou 20 dernières années électorales, les gens ont un cynisme envers la politique qui fait en sorte que ces gens-là réussissent à aller chercher leur attention et à les amener dans des endroits où, justement, on s'en va vers l'extrême droite ou l'extrême gauche, parce que là, il faut arrêter de penser qu'il existe juste l'extrême droite puis juste le côté mauvais de la chose. Il existe aussi de l'extrême gauche qui est aussi radicale et qui est aussi dangereuse que l'extrême droite. Et ça va avec le mal-être et ça va avec les commissions Charbonneau qui n'ont jamais abouti, les corruptions qui n'ont jamais abouti, puis que le monde commence à en avoir le troc
de se faire prendre des choses dans leur poche par les taxes et les impôts, puis d'avoir l'impression d'avoir rien en retour parce qu'on a l'impression que tout est géré tout croche ou tout est géré bizarre. Là. Et quand arrivent justement des gens comme qui prônent le populisme, nous, les politologues, on les qualifie de populistes, mais eux se qualifient comme étant ceux qui comprennent le peuple et qui ils vont parler pour le peuple, que eux autres, c'est vraiment eux autres qui comprennent ce que veut le peuple, ce que veut... Puis on dirait qu'ils s'adressent comme s'ils infantilisent une partie de la population, une population qui a plus de difficultés. Parce que comme moi, j'aime dire à mes étudiants des fois, c'est pas normal que tu travailles 40 heures semaine puis que tu sois pas capable de manger 3 repas par jour en 2022. Non, c'est vrai. T'sais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis on le sait, là, tout le monde le sait. Il y a pas... Oui, il y a des gens qui ne payent pas leurs taxes et leurs impôts. Tout à fait d'accord, là. On parle de paradis fiscaux, on parle de tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce côté-là? C'est-tu parce qu'on est dans le néolibéralisme, le capitalisme à outrance qu'il faut absolument s'enrichir pour être heureux? C'est peut-être tout ça le problème, là. Moi, je pense qu'on va peut-être avoir besoin de faire un petit ménage dans tout ça, là. C'est bon. Donc là, si j'en tire une conclusion de ma question, c'est pas Pose pas des questions de même. C'est pas plus radical, c'est juste les partis font du populisme et ils essaient d'attirer justement des gens qui sont, en fait, ils essaient de les attirer par rapport à leur frustration qui aussi amène un peu à cette radicalisation de certaines personnes en lien avec les partis. De certaines personnes ou de certains groupes. La radicalisation a toujours existé. On a juste à penser à Adolf Hitler. On a juste à penser au mouvement. Est-ce que ça paraît plus aujourd'hui à cause des réseaux sociaux? Oui, à cause des réseaux sociaux. Oui, oui, parce qu'ils réussissent à aller chercher des gens qui, normalement, n'allaient peut-être pas chercher. Tu sais, tout le monde, ou à peu près, soit sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter, Instagram, etc. Puis, des fois, il s'agit juste qu'une journée, tu files plus ou moins ou de quoi, tu regardes de quoi, puis whoop! Et à partir du moment où tu as cliqué sur cette page-là, là, tu es inondé. Tu sais, les algorithmes des réseaux sociaux sont faits de telle façon qu'il y a plein de choses qui vont te sortir. Et là, bien, c'est là que ça forge tes idées. Puis, ils s'organisent tout le temps pour te mettre des titres qui vont être très accrocheurs. Mais quand tu vas lire l'article, souvent, l'article ne dit rien. C'est même pas en lien avec le titre. Et c'est là qu'il faut informer les jeunes d'être capable de faire attention à la désinformation puis tout ça. C'est là-dedans que je m'enlignais maintenant. La fameuse désinformation. Moi, je sais qu'avec mes étudiants, j'essaie de leur montrer comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'information est juste, puis comment le valider. Mais ça, c'est tout un phénomène aussi, la désinformation, où les gens présentent quelque chose. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo, je te partage ça comme ça, c'est une vidéo de propagande. Je nommerai pas les partis, parce que je ne veux pas les mettre sur ce spot, mais il y avait un parti dans lequel il y avait le chef qui parlait, puis là, il disait ben là, vous autres, je vous écoute, puis là, tu entendais « ouais ». Puis là, tu avais l'autre chef de parti qui, quand il parlait, ben tu avais comme une sourdine, les gens dans la salle, comme si les gens répondaient pas. Mais bizarrement, j'étais dans la salle. Fait que j'entendais les gens crier, tu comprends? Donc, je savais qu'il y avait un mouvement de foule. Alors, et quand j'ai vu la comparaison des deux, je me suis dit, mais c'est de la désinformation. Puis, tu sais, c'est comme, tu fais, à rigueur, tu fais juste faire un mouvement sonore pour mettre ça plus en sourdine, ou tu prends le son directement de la console, comme actuellement, on a un peu de son d'ambiance, on entend bourdonner peut-être un petit peu, mais tu sais, c'est pas comme si j'avais mis un micro près des gens qui parlent, et ainsi de suite, pour avoir le fond de salle. Tu sais, tu peux truquer ce genre d'affaires-là. C'est juste, ça va même plus loin. Des photos, des fois, qu'on voit dans la presse, Radio-Canada, Le Devoir, etc., des fois, ils vont utiliser des photos que, quand on regarde sur le net, tu cliques sur la photo, puis tu vas voir, justement, des fois, la photo date de 2009. L'information qu'ils te donnent, c'est 2011. Tu fais « Oh, aïe aïe! »
Là, qu'est-ce que je fais avec qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur s'ils ne sont pas capables de prendre la bonne photo avec le bon texte? Parce que moi, je l'ai fait, cet exercice-là, avec mes étudiants, là, de regarder l'information puis de partir vraiment avec une information là, où c'était en lien, entre autres, avec qu'est-ce qui s'était passé à la Mosquée de Québec. OK. Puis quand on a cliqué sur la photo, puis qu'on est allé voir le lien, la photo n'était même pas en lien avec l'événement qui s'était passé à la mosquée. Là, tu te dis, OK, s'il truque la photo, le texte, il peut arranger des choses que c'est pas réellement ce qui s'est passé. Puis là, ben, quand on parlait tantôt des mouvements extrémistes, bien là, ils vont utiliser certains extraits pour radicaliser davantage les gens. Et là, les gens partent en disant, bien, soit qu'ils sont racistes, soit qu'ils sont contre tel groupe ou telle chose. Puis en réalité, c'est parti, tu sais, d'une photo, d'une erreur. Puis, d'une erreur volontaire. En parlant de bonne information maintenant. Oui. Le 15 septembre, il se déroule un événement particulier. Le 22. Excuse-moi, le 15, c'est à TVA. Je vous invite à l'écouter. Mais non, je ne serai pas encore à TVA. Mais le 22, il y a quelque chose vraiment extraordinaire qui se passe dans nos murs ici au collège. Oui, le 22 septembre, j'ai organisé, avec l'aide du service aux étudiants du collège ici à Chicoutimi, ça va être, selon les calculs qui ont été faits, ça serait ma 7e édition, où j'organise un débat pédagogique convivial. Je l'appelle débat mais les candidats n'ont pas à intervenir un avec l'autre. Entre eux, les candidats ont à répondre aux questions et préparer entièrement sans que j'ai... un filtrage. J'ai pas fait de filtrage et j'ai pas décidé des thèmes, rien. Je laisse carte blanche à mes étudiants de choisir les thèmes, de faire des questions. Et cette année, parce que dans les années passées, j'avais des étudiants qui étaient plus gênés. Cette année, j'ai demandé que ce soit vraiment les étudiants qui lisent leurs questions. Et quand je parle de questions, là, moi, je fais des questions un peu comme à la période de questions à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, je leur demande de me faire un préambule pour situer avec pourcentage à l'appui des données probantes de qu'est-ce qu'ils vont affirmer. Et ensuite, ils posent la question. Et la façon que je fonctionne ensuite, c'est que je demande à chacun des candidats de donner sa réponse. Normalement, il la donne en fonction de l'idéologie de son parti. Et après ça, une fois que le débat va être passé le 22, bien, moi, je vais revenir en classe. Puis là, bien, on sait, il va rester à peu près une semaine. Puis là, bien, le 3 octobre, les étudiants, parce que j'ai plusieurs de mes étudiants qui vont voter pour la première fois. Oui, c'est bon. C'est ça. Puis j'aime ça, faire ça avec eux. Mm-hmm. Puis les étudiants aiment participer, puis ils aiment avoir le contact, justement, avec des gens qui... Parce que nos députés... les conseillers municipaux, c'est l'élection où il y a le moins de monde possible, le moins de monde qui vont voter, et pourtant, c'est ceux qui sont les plus proches. Mm-hmm. Après ça, vient le provincial. Et là, d'être capable, par exemple, d'approcher chacun des candidats, de poser des questions, bien, ça valorise aussi l'étudiant. Il se sent considéré comme citoyen. Donc là, puis, mais une petite parenthèse. Oui. En fait, une sous-question. Là, c'est tes étudiants qui posent les questions avec les préambules, mais si, mettons, moi, j'invite les étudiants en comptabilité et gestion, en foresterie, d'un autre programme, est-ce qu'ils peuvent venir assister? Oui, tout le monde, ça va être ouvert à toute la communauté, là. Okay, c'est au théâtre C, c'est ça? Oui, c'est parce que ça fait 3 fois que je change de nom. Le nouveau théâtre C. Le nouveau théâtre C, oui, ça va être le nouveau théâtre C, ça va être le 22 septembre. Les portes vont ouvrir de midi à 13h50. Je le fais vraiment sur la période de parasco que normalement les étudiants sont supposés avoir. Moi, mes étudiants ont le caractère obligatoire, ils ont des points rattachés à ça, mais toute la communauté collégiale, c'est-à-dire tous les étudiants, tes étudiants d'administration, les étudiants d'art visuel, les étudiants de sciences nature, s'ils veulent venir s'informer, les employés aussi, s'ils veulent venir, que ce soit d'autres enseignants. Je trouve ça important, parce que des fois, tu n'as même pas la chance d'entendre ou de rencontrer les candidats de d'autres partis que tes allégeances. C'est ça. Là, au moins, tu es capable d'échanger. Puis tu es capable de voir aussi, OK, il répond ça. OK, j'y avais pas pensé de cette façon-là. Puis moi, ce que j'aime,
c'est que c'est des questions souvent que les candidats ne sont pas habitués de se faire poser parce que les questions viennent du fond des étudiants. C'est en dehors de la boîte. C'est pas des journalistes qui ont prestagé une question pour essayer de mettre en boîte la personne. Et moi, la chose que je fais, puis je ne le cache pas, c'est que j'envoie les thèmes. Je n'envoie pas les questions aux journalistes, aux candidats, j'envoie les thèmes. 24-48 heures avant, je vous envoie les thèmes, vous allez être questionnés là-dessus. Okay. Après ça, c'est ça. Puis allez-y, puis on leur donne du temps, mais je donne la possibilité à tout le monde. Tu sais, par exemple, j'ai averti, la seule chose sur laquelle j'ai demandé aux étudiants, c'est essayez pas de cibler un parti en tant que tel. Essayez de poser votre question pour que tout le monde soit capable d'émettre leur opinion. Puis chacun des candidats va avoir la possibilité de répondre en premier à une question. Okay. Parce que c'est pas toujours, parce qu'on sait que ça se joue comme ça, là, c'est pas toujours celui-là, le premier qui va être assis à gauche, qui va toujours répondre en premier. Là. Moi, je fonctionne avec une alternance. Donc, on n'oublie pas, 22 septembre midi, ben écoute, France, au TAC. Moi, je vais aller faire mon tour. De 11h à 11h45. Il va y avoir des tables avec les candidats de chacun des partis. Donc, si vous ne pouvez pas être au TAC, bien, vous pouvez quand même venir leur poser des questions. Si vous voulez leur poser des questions, ils vont être là. Ça, c'est de la belle proximité. Oui. Ça permet d'avoir des échanges. Puis ça, justement, gênez-vous pas. Quand vous voyez un politicien ou un candidat, posez-lui des questions. N'ayez pas peur de lui serrer la main puis de jaser avec lui, parce qu'ils sont là pour ça. Puis la majorité là-dedans, là, ils font ça avec le cœur, puis ils sont là pour les bonnes raisons. Puis dites-vous une chose, c'est que dans les 4-5 personnes que vous allez rencontrer, il y en a juste une qui va être élue. Donc, c'est exactement ça. Respectez ceux qui font l'action démocratique d'être là, puis de faire cet investissement-là, parce que la majorité là-dedans sont sans sol, ils ne travaillent pas, ils font ça à temps plein. Exactement. Donc, France, écoute, quel bel entretien. Non? Merci. On a eu du fun. Oui, moi j'aime ça. Moi, quand je parle de politique, j'adore tout le temps ça. Je veux que tu reviennes, parce que c'est ça depuis le début de mon podcast. C'est un sujet d'ailleurs que j'aime, puis je fais attention, comme je disais, je fais attention. Puis écoute, ça n'avait pas donné, mais là, quand tu as accepté l'invitation, je me suis dit, ça va être intéressant. Ça l'était d'ailleurs, merci beaucoup. Fait que, merci, écoute, merci à toi. Tu reviens quand tu veux. On n'attendra pas nécessairement le décès de la reine ou une campagne électorale. Ouais, peut-être que Charles III, il a 73 ans quand même. Écoute, on ne fera pas de l'agisme. Non, quand même pas. Mais écoute, on va lui souhaiter un bon règne. J'y souhaite un bon règne. Ça fait longtemps qu'il attend de pouvoir le faire. Est-ce qu'il va être capable de chausser les chaussures de sa mère? Ouais. C'est là que peut-être que ça va être plus difficile. Exactement. Donc, merci beaucoup, France. Merci. Alors, je vous invite à nous suivre encore sur les réseaux sociaux. On est disponible partout, Facebook, sur toutes les applications. N'oubliez pas benlala.ca pour nous suivre également. Sur ce, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao.